20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est dans un instant. Khalifa Sall, toujours dans le bureau du juge d'instruction. Il sera certainement édifié sur son sort avant la fin de la soirée. Son directeur administratif et financier, lui, est placé sous mandat de dépôt. Un feuilleton judiciaire qui se déroule au moment où le chef de l'État est en tournée politique à l'intérieur du pays, en tournée économique plutôt à l'intérieur du pays. Alors, est-ce une stratégie de l'exécutif dans le but de noyer l'actualité judiciaire? Des experts répondent dans ce journal. Momar Diong et Amsatou Sow Sidibé nous disent ce qu'ils en pensent dans quelques instants. La plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique dévoilée ce mardi à Dakar. L'objectif de l'organisation, soutenir les personnes qui protègent le bien commun, parfois même au péril de leur vie. Dans quelques instants, vous en saurez un peu plus. Drame à Niaritali, un maçon tombe du 4e étage et meurt, plongeant du coup tout un quartier dans le choc. Les témoins de la scène parlent de négligence et fustigent l'insécurité qui prévaut sur certains chantiers. Retour au bercail des héros du FESPACO. Les lauréats Gomis, Mbaye et ont été accueillis avec les honneurs, des performances saluées par les autorités qui se disent prêtes à investir davantage dans le 7e art sénégalais. Youssou Ndour sollicité pour une contribution au profit de l'édification de la mosquée de Massalikul Jinan. La remise de contribution émane des notables de la collectivité Lébou. L'artiste a promis d'y répondre favorablement. L'invité du 20h, il s'agit du colonel Antoine Wardini, interrogé par Antoine Diouf. Une interview à suivre comme d'habitude. Tout de suite après cette édition, voilà pour les titres, le développement à présent. Bonsoir à tous et tout de suite le tribunal de Dakar pour y retrouver Hadia Talla. Hadia, bonsoir. Bonsoir Sarah Sissi. Alors Hadia, est-ce que le maire de Dakar est sorti de son face-à-face avec le juge d'instruction? Jusque-là, il n'est pas encore sorti de son face-à-face. Ce qu'on peut dire est que l'atmosphère est très calme devant le palais de justice. De petits groupes se sont formés ça et là et quelques mines tristes. Une information relative au mandat de dépôt de Khalifa Sall et compagnie est distillée, mais les partisans du maire de Dakar attendent d'y voir plus clair. Selon certains collaborateurs de Khalifa Sall, s'il y a mandat de dépôt, c'est sans surprise, vu le déroulement de la procédure. Il déplore le fait aussi que l'affaire soit politisée. Une bizarrerie aussi a été soulevée par ces derniers. Ils disent que dans le dossier, il a été ajouté des poursuites pour blanchiment d'argent contre X. Autre incongruité aussi également a été soulevée, la mise sous contrôle judiciaire de 2 percepteurs, à savoir Moumoudou Oumar Bokoum et son successeur Ibrahima Touré, tous cités dans le dossier de Khalifa Sall poursuivi pour détournement de deniers publics. Les souteneurs de Khalifa déclarent à qui veut l'entendre que la bataille est politique et qu'ils vont la mener âprement pour sortir le leader et 5 de ses collaborateurs de cette situation. Il faut dire que Sarah, l'attente a été longue ici devant le palais de justice, mais la mobilisation ne faiblit pas jusque-là. Les pro-Khalifa font face aux forces de l'ordre, mais jusque-là, il y a sans débordement. Merci beaucoup Hadia Talla. Nous n'excluons pas de vous retrouver si les choses évoluent, peut-être même avant la fin de cette édition. À Linguère, les partisans de Khalifa Sall accordent leur violon pour donner victoire à leur mentor. Ils ajoutent que tant que Bamba Fall et ses camarades sont en prison, eh bien leur bataille sera permanente. Ali Koura Diop, c'est le membre du comité central du PS. Il est leur porte-parole. Ses propos sont recueillis par notre correspondant à Linguère, Modoumbay. Alors, de petits soucis certainement avec cet élément. Nous restons toujours avec cette affaire Khalifa Sall, la convocation de Khalifa Sall qui tombe au moment où le chef de l'État est en tournée économique. Alors, pure coïncidence ou hasard de calendrier, les experts se prononcent. Selon Momar Diong, eh bien, c'est fait à dessein. C'est une stratégie pour noyer l'affaire Khalifa Sall. Quant à Amsatou Sow Sidibé, elle soutient que Macky Sall est en campagne déguisée. Par ailleurs, nos 2 analystes s'accordent à dire que le pouvoir veut museler toute l'opposition et éliminer les adversaires politiques. Pape Farahning, Mohamed Dieng les ont rencontrés tous les 2. Reportage. Des opposants font face à la justice au moment où le président de la République est en tournée économique dans le nord du pays. L'analyste politique Momar Diong parle d'une coïncidence troublante. Naturellement d'éclipser l'affaire Khalifa Sall. Vous savez, sous l'angle événementiel, il y a ce qu'on appelle en communication un effet d'agenda. Vous aurez remarqué vous-même que soit on évoque ces 2 affaires en même temps, ou bien à chaque fois qu'on a fini de parler de l'affaire Khalifa Sall,
on évoque aussitôt la visite du président de la République dans le nord du pays. Contrairement à lui, le professeur Amsatou Sow Sidibé soutient mordicus que le président est en pleine campagne. Une campagne électorale déguisée. Il n'a le droit, justement, de nous imposer cette campagne électorale permanente qui fait de notre démocratie une démocratie bananière. Pour nos analystes, le président Macky Sall veut museler toute l'opposition en éliminant ses potentiels adversaires politiques. Il y a comme une volonté systématique de la part du président de la République de s'aménager lui-même un boulevard. Il n'aime pas la contradiction. Il me semble qu'il est un peu allergique aussi à la critique. Les leaders autres que ceux de Benno Bokk Yakaar sont bâillonnés. Sonko, Nafi Ngom Keïta, moi-même. Ces acteurs politiques parlent aussi de conséquences néfastes dans la gestion des affaires de la cité. Cette situation qui peut être dangereuse en termes de stabilité du pays. On ne joue pas avec le feu. Le pouvoir aujourd'hui semble jouer avec le feu. Il ne faudrait pas qu'il renvoie à l'opinion l'image d'un chef d'État qui abuse de cette position-là. Parce que les Sénégalais pourraient être enclins, comme on l'a déjà vu, d'avoir quand même de la sympathie. Coïncidence ou pas, le président Macky Sall est en train de sillonner le nord. L'opposition est-elle en train de subir les actions du chef de l'État si elle ne fait pas face à la justice? Elle est minée par des querelles de leadership. Je le disais tout de suite, à Linguère, les partisans de Khalifa Sall accordent leur violon pour donner victoire à leur mentor. Ils ajoutent que tant que Bamba Fall et ses camarades sont en prison, eh bien, ils vont continuer à porter le combat. Ali Koura Diop est membre du comité central du PS, c'est leur porte-parole. Je vous propose de l'écouter au micro de Maodo Mbaye. On ne baissera jamais les bras. Tant qu'ils sont en prison, nous allons continuer la bataille. C'est une bataille permanente. Ils n'ont rien fait. On doit les sortir. Nous avons vu des morts dans des renouvellements. Nous avons vu ce qui s'est passé à Terroubi tout récemment avec un secrétaire général d'un parti politique. Nous avons vu ce qui s'est passé même au siège de l'APR tout récemment. Il y a eu du sang. On a presque tué quelqu'un. Est-ce qu'on a amené ces gens-là en prison? Est-ce qu'on les a traînés devant les tribunaux? Mais c'est Ousmane Tanor Dieng qui prend ses responsabilités historiques. On lui laisse, on lui concède ces responsabilités-là. Le cas de Barthélémy Diaz, nous sommes sereins. Barthélémy n'a tué personne. Et nos avocats ont démontré au tribunal que Barthélémy n'a tué personne. À chaque fois, vous voyez, je vois des têtes qui parlent de Khalifa Sall. Où ils étaient ces gens? Jusqu'en 2007-2008, je ne connaissais pas ces gens dans le parti. Nous poursuivons avec l'actualité politique, cette fois-ci pour parler de Karim Wade. Karim Wade qui ne peut pas être le candidat du PDS car son casier judiciaire n'est pas vierge. Une déclaration de la députée libérale Fatou Thiam, le député libéral, demande à ses frères du PDS de ne pas soutenir Khalifa Sall qui a également combattu, selon elle, Abdoulaye Wade en 2012. Elle procédait au lancement de son mouvement Allure. C'était à Saint-Louis. Je vous propose de l'écouter au micro de nos correspondants. Le parti marche par la tête, la direction du parti est pourrie. Nous avons, nous jeunes, l'obligation et le devoir quand même de rehausser le flambeau du parti. Le parti aujourd'hui n'est pas à genoux, le parti s'est affaissé. Et je pense que c'est très grave de dire que le Parti démocratique sénégalais a comme candidat Karim Wade. Karim Wade ne peut pas être candidat du Parti démocratique sénégalais. Son casier judiciaire n'est pas vierge pour qu'il puisse être candidat aux élections, que ce soit législative, que ce soit présidentielle. Il faut qu'on soit conséquent, il faut qu'on respecte les Sénégalais et que le Parti démocratique sénégalais doit essayer de revoir quand même sa manière de faire les choses et que la vie continue. Et au Parti démocratique sénégalais, il y a beaucoup de responsables qui ont créé leur mouvement. Aujourd'hui, en tant que jeune, j'ai le droit, j'ai l'obligation, le devoir de créer mon mouvement et de pouvoir quand même essayer de réunir la famille libérale. Il faut que les retrouvailles de la famille libérale se fassent. Et nous comptons quand même prendre nos bâtons de pèlerin et atteindre notre... Parlons à présent d'Ousmane Sonko. En tournée à Pire, il a déclaré que tous ceux qui administrent des crédits publics doivent rendre compte. Il déplore toutefois l'utilisation de ces rapports à des fins politiques. Selon Ousmane Sonko, il est impossible que l'opposition se retrouve sur une même liste lors des prochaines législatives. Nous l'écoutons dans ce reportage signé Charanta Diop et Saïlatir. Ousmane Sonko, accueilli à Pire par ses militants. Il est longuement revenu sur la situation politique nationale. Le cas Khalifa Sall, le secrétaire général de PASTEF, refuse de se prononcer sur le fond du dossier. Sans entrer dans le fond, parce que jusqu'à présent, je n'ai pas vu ce rapport, je ne sais pas ce qu'il contient, et nous ne nous prononçons, nous, que sur la base d'informations fiables.
Nous sommes pour la reddition des comptes. Nous considérons que tous ceux qui administrent des crédits publics doivent évidemment rendre compte. Et c'est pourquoi nous disons qu'il est incompréhensible que nous puissions avoir des crédits publics qui échappent à tout contrôle. Ce que nous déplorons par contre, c'est l'utilisation politique ou politicienne de ces rapports et de la justice. Ousmane Sonko déclare que plusieurs hautes autorités ont été épinglées par les corps de contrôle, mais il n'y a aucun développement dans leur dossier. Il y a des dizaines de rapports de la Cour des comptes, de l'IGE, de la CENTIF, qui épinglent des gens qui siègent chaque mercredi sur la table du Conseil des ministres avec le président Macky Sall, mais qui ne sont pas inquiétés. Pourquoi ces rapports ne sont pas transmis au procureur de la République? Selon Ousmane Sonko, c'est pratiquement impossible que l'opposition puisse se retrouver sur une même liste aux prochaines élections législatives. Les alliances doivent répondre à un minimum de convergence. Il faut qu'on ait une traçabilité du jeu politique dans ce pays. Mais les Sénégalais ne s'y retrouvent plus. Nous pensons que ceux qui peuvent aller ensemble, ceux qui se ressemblent, ceux qui ont les mêmes discours, les mêmes programmes, les mêmes profils, doivent pouvoir se retrouver et aller ensemble. Et si ça permet à l'opposition de se retrouver avec 2 grandes listes ou 3 grandes listes, tant mieux. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui ne pourront pas aller ensemble. Pour Ousmane Sonko, PASTEF est ouvert à des alliances, mais uniquement sur des bases crédibles. Il compte aller aux législatives avec des politiciens aux mains propres. La plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique, lancée ce mardi à Dakar. Objectif de cette organisation, soutenir les personnes qui, parfois même au prix de leur existence, choisissent de défendre le bien commun. Le but est de réduire les risques et de les encourager dans leur mission. Compte rendu signé Ibou Diouf. Comme tant d'autres, ils sont dans leur rôle, s'intéresser à toutes les questions qui touchent à la vie de la cité. Une plateforme de protection des lanceurs d'alerte en Afrique mise en œuvre, une autre manière de défendre ceux qui choisissent de divulguer des informations jugées parfois sensibles. Le lanceur d'alerte du XXIe siècle a une démarche citoyenne solitaire, a une démarche personnelle, où sa conscience tout d'un coup lui dicte, lui exige, en rabattant toutes les cartes, en sacrifiant parfois ses intérêts personnels, familiaux, professionnels, de protéger l'intérêt général quand il estime qu'il est gravement menacé. Les lancements d'alerte se distinguent d'autres types de signalements. Ces acteurs risquent de souffrir de leur position, mais également des représailles et autres vengeances. Ces lanceurs d'alerte du XXIe siècle, ils ont un fond commun d'évidence. Quel est ce fond commun d'évidence? Ils se dressent, ils sont comme une petite insurrection individuelle de la conscience. Ils se dressent face aux nouvelles tyrannies du XXIe siècle. Cette plateforme regroupe en son sein d'anciens juges, des avocats, des écrivains et des journalistes d'investigation au Sénégal. L'idée est bien accueillie. Donc nous partageons des valeurs, nous partageons des principes, nous partageons cette lutte avec PLAF, qui peut compter sur Amnesty International, qui peut compter sur nous. Oui, je vous le dis avec force, PLAF est et sera dans les prochains mois et dans les prochaines années l'allié naturel de tous les printemps africains. Cette plateforme aide au développement des lois, protège les lanceurs d'alerte, élargit le champ de protection au domaine sécuritaire et militaire avec la création des médiateurs. Et nous restons avec cette rencontre à l'UNTIN que vous voyez sur ces images. Il y a donc assisté le directeur d'Amnesty International, essaie d'apporter une réponse à ceux qui lui reprochent d'être un peu à l'écart du combat pour la défense des droits de l'homme. L'ancien président de la RADDHO soutient que la relève est bien assurée et qu'il a d'autres fonctions au niveau international. À l'UNTIN, toutefois, a affirmé que l'État du Sénégal lui devait beaucoup d'argent. Je vous propose de l'écouter au micro d'Ibou Diouf. Depuis les années 80, Parlant de mon combat pour le respect des droits de l'homme, je peux dire que depuis 1980, je suis dans cette lutte. En 1998, en 2000 avec la première alternance, on a été au devant. En 2012 avec l'élection du président Macky Sall.
Aujourd'hui, la relève est assurée avec Seydi Gassama, Boubacar Ba, entre autres. Mes fonctions à Amnesty International ne me permettent plus d'être plus présent. Mais j'assure le rôle de conseiller pour la nouvelle génération. Et pour répondre à ceux qui pensent que je suis du côté de l'État, je dirais que le gouvernement de Macky Sall nous doit beaucoup d'argent. Parlons à présent de ce drame à Niaritali, un maçon qui meurt après une chute du 4e étage d'un immeuble, une mort tragique qui a bien évidemment secoué tout un quartier. Les témoins parlent d'absence d'équipement de protection, mais aussi de construction illégale. Ils interpellent les autorités. Les détails, c'est avec Fatima Ba qui s'est déplacée sur les lieux. C'est du haut de cet immeuble qu'est tombé un jeune maçon. Pape Lamine Diédhiou, de son vrai nom, est mort sur le coup. Une mort tragique qui a secoué le quartier. C'est un jeune très discipliné. Chaque matin, il m'offre un verre de café. Ce matin, vers 11 h, je sortais de l'immeuble quand soudain, j'ai entendu du bruit. Il venait de chuter du 4e étage de l'immeuble. C'est vraiment regrettable. Le jeune Lamine est parti à la fleur de l'âge. Une mort tragique qui a surpris tout le quartier. D'ailleurs, c'est moi qui ai appelé les sapeurs-pompiers. Cet homme, témoin du drame, parle d'absence d'équipement de protection des maçons en général. Le jeune a chuté du 4e étage. Il est tombé sur le toit de la maison d'à côté. Il s'est fracassé la tête. Il est mort sur le coup. Ce que je déplore, c'est l'absence d'équipement de protection pour les maçons. Ces derniers travaillent dans des conditions vraiment difficiles. Comme 4e étage là. Sophie Sarr, conseillère municipale, va plus loin et interpelle l'État sur ces constructions qu'elle qualifie d'illégales. Trop, c'est trop. Des immeubles qui s'effondrent à tout bout de champ, c'est vraiment regrettable. Pourtant, à maintes reprises, j'en ai parlé au service de l'urbanisme. Mais depuis, rien n'a été fait. Le corps du jeune maçon a été évacué par les sapeurs-pompiers après un constat de la police. Hors de Dakar, ce sont 39 cas de mortalité infantile qui ont été enregistrés en 2016 par la région médicale de Louga. Selon le médecin-chef de la région, le docteur Amadou Toutindiaye, ce fort taux est dû à plusieurs facteurs, dont principalement un manque de suivi de consultation prénatale, surtout des femmes issues du milieu rural, mais aussi l'éloignement de certaines localités de structures sanitaires. Il s'exprimait ainsi en marge du lancement officiel du projet de renforcement de santé maternelle et néonatale à Dara. Je vous propose de l'écouter au micro de Modumbaye. Une femme qui meurt seulement est énorme, donc nous devons tout faire pour ne pas avoir un seul décès. Alors qu'avoir 39 décès, on pense que c'est beaucoup. Et il faudrait qu'à la fin, en tout cas, de ce qu'on est en train de dérouler, qu'on évite les décès qui sont évitables. Parce qu'en fait, c'est des décès évitables. On peut s'en passer. Parce que c'est des décès qu'on peut éviter tout simplement avec des activités qui ont en tout cas une efficacité prouvée. C'est des activités à haut impact qui en fait à la longue vont nous permettre de réduire considérablement la mortalité chez les femmes et chez les nouveau-nés. Ce qu'on a remarqué en faisant l'audit des décès au niveau de la région, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de décès qui sont liés à l'anémie. Allez, culture à présent. Alain Gomis, Ousmane William Baye, Abdullah Khatouane, les beaux visages du cinéma sénégalais sont de retour avec leurs trophées. Derrière la caméra, ils ont su mettre en valeur le cinéma sénégalais au pays des hommes intègres. Accueillis tels des héros, ils sont tout fiers d'avoir honoré leur pays. Et pour eux, les défis et le rêve surtout continuent. Astumben Tchoub, Ababakar Kamara à l'accueil à l'aéroport. Alain, Abdullah Khat, Ousmane, 3 trophées pour illuminer un drapeau. Illuminer des cœurs, des visages, le visage du cinéma sénégalais. Du pays des hommes intègres, ils sont revenus, tout sourire, fierté en main. Victoire partagée, aussi bien pour la série, le documentaire, la fiction, donc c'est quelque chose de collectif. On revient avec le sentiment d'un travail fait
et d'appartenir à une sorte d'équipe, en sachant que c'est un encouragement pour continuer à aller plus loin et continuer à construire, parce qu'il reste encore beaucoup de choses à faire. C'est une grande fierté pour nous d'avoir représenté le Sénégal. Et Dieu a fait également qu'on a eu de très bons résultats. On ne peut faire que se féliciter et ça nous encourage vraiment à avancer sur le travail qu'on est en train de faire. Merci à tout le monde, merci au peuple sénégalais. Dans leur bagage, un autre trophée, l'incarnation de la dignité humaine de la femme courageuse dans le film d'Alain Gomis. Félicité. C'était pas facile, mais je suis arrivée quand même parce qu'il était là pour moi tout le temps. J'ai fait beaucoup d'efforts, mais ça va, je suis là. Ici, je suis à la Teranga. Je suis chez moi, je suis à l'aise. J'ai retrouvé les gens qui m'aiment, les gens qui ont crié à moi, les gens qui m'ont adopté aussi. Et je vous dis merci. Des moments de plaisir partagés, immortalisés, savourés, bientôt le clap de fin, mais le prochain scénario est en cours pour encore illuminer vos écrans. Bon, les projets, c'est pas ça qui manque. Maintenant, on va d'abord se reposer un petit peu et puis, mais voilà, y profiter un peu. Nous restons avec cet accueil des héros de FESPACO, le ministère de la Culture, présent à cet accueil naturellement, tout aussi fier d'avoir accompagné ces génies créateurs. Des résultats qui donnent envie d'investir davantage dans le 7e art africain et de relever le fonds de promotion cinématographique, le FOPICA. C'est ce qu'a déclaré Ibrahim Ndoye, directeur de cabinet du ministre de la Culture. Nous l'écoutons avec Astoumen Tchoubé et Ababakar Kamara. Dire tous notre satisfaction à l'endroit de nos compatriotes d'abord et nous réjouir quand même d'avoir pu, à travers le fonds de promotion de l'industrie cinématographique, soutenir nos compatriotes, notre cinéma, ce qui nous a valu ces résultats quand même. Je pense que si pris d'un coup, c'est quand même immense. Je pense qu'Alain l'a dit. Maintenant, il y a des choses qui ont été faites qu'il faut stabiliser et puis il y a d'autres chantiers et il faut aussi, nous pensons que c'est une bonne occasion pour relever le fonds et pour permettre davantage à notre cinéma de se structurer. Voilà. Et toujours dans le même registre, Youssou N'Dour qui reçoit la visite des notables de la collectivité Lébou, des notables Lébou de Ngor, Wakam, Yoff ont fait le déplacement au niveau de la TFM pour rendre visite à l'artiste, une visite de courtoisie pour lui faire part de la cérémonie de remise de contribution à l'édification de la grande mosquée de Massalikoul Djinan. Cheikh Mansour Diouf a également sollicité l'aide de Youssou N'Dour pour une visibilité. L'artiste a donné des garanties. Il a donc donné des gages que TFM sera au cœur de l'événement. Pafarening Diatoundiaï pour les détails. Pratiquement tous les notables Lébou de Ngor, Wakam, Yoff ont fait le déplacement. À la tête, Cheikh Mansour Diouf, une visite au PDG du groupe Futur Média pour l'impliquer à la réussite de la cérémonie de remise de contribution à l'édification de la grande mosquée de Massalikoul Djinan. Cette communauté qui s'est réunie aujourd'hui autour de l'essentiel, c'est une grande activité, un projet en perspective, c'est apporter leur contribution à l'édification de la grande mosquée Massalikoul Djinan. Ce geste de grande envergure, on ne peut pas le faire sans y aller avec nos parents, avec nos amis, parmi lesquels compte au premier rang, ou en tout cas parmi les rangs les plus placés et les mieux placés, le ministre Youssou N'Dour. Plus que satisfait de la visite, le président Youssou N'Dour se réjouit de la pacification de la communauté Lébou. Donc je me réjouis aussi de l'événement qui va se passer le 18, qui est un événement très important pour la ville de Dakar, pour la communauté Lébou. Tout ce que nous souhaitons, c'est la cohésion, l'harmonie. Et autour de ce déplacement, nous voyons le symbole de l'harmonie, de la cohésion, pour que cette communauté avance beaucoup plus. Vous savez qu'il y a des problèmes des fois qu'on voit et qui se règlent subitement. Interpellé pour une meilleure visibilité de l'événement, le PDG du groupe Futur Média en présence du directeur de la télé Ndiaga Ndour rassure ses hôtes. Participer comme il est en train de le faire, il a mis son groupe à notre disposition, il a mis son temps à notre disposition et il a dit qu'au-delà même de Massalikoul Djinan,
qu'il veut qu'on tisse des liens en fait à partir d'aujourd'hui pour développer ensemble la culture. Participer à l'évolution et rapide de la construction de la grande mosquée Massalikul Jinan, j'en suis heureux et il y a tout mon soutien et j'ai demandé au groupe de faire le maximum pour que cet événement-là ait une visibilité exceptionnelle parce que c'est exceptionnel. Les notables lébou ont aussi demandé l'aide du ministre conseiller pour une audience avec le chef de l'État. La réponse de Youssou Ndour leur donne espoir. wax naa leen message bi moom mooy incha allah dina ci dugal loxoom te di ngeen toog waxtaan di ngeen xam ne que yéen a bokk fu ngeen jëm. jërëjëf. La page sportive avec du football, fin de la 13e journée de Ligue 1. Jaraaf domine l'US Ouakam sur le score de 3-1. Une victoire qui propulse les Médinois à la 3e place du classement alors que les Ouakamois demeurent dans la zone de relégation. Pour l'entraîneur du Jaraaf, Malik Daf, son équipe peut viser la première place tandis que son homologue de l'US Ouakam évoque des rectifications à apporter à son club. Je propose de les écouter. Leurs propos sont recueillis par Cher Sadibou Diarra, Thierno Laurent Mendy. Nous avons marqué un but très tôt, peut-être ce qui a rendu le match facile. Mais après, nos gosses ont confondu vitesse et précipitation. Parfois même, ils ont joué avec beaucoup de légèreté. Il y avait de la place pour mettre le deuxième but, on ne l'a pas fait. On a encaissé un but presque à l'ultime minute de la mi-temps. En deuxième période, il y a des correctifs qui ont été apportés au vestiaire. Et en deuxième période, on a su réagir pour mettre le deuxième but. Après, on a mis le troisième but. Il y avait de la place pour mettre le quatrième et le cinquième. Aujourd'hui, nos gosses ont montré beaucoup de caractère, beaucoup de détermination. Ils ont gagné une bonne équipe de l'US Ouakam, peut-être qu'elle est dans une période difficile. Mais pour 13 matchs qui nous attendent, on va rester serein et travailler et continuer à préparer les matchs les uns après les autres. Et Inch'Allah, on verra à la fin du championnat. On n'était pas bon aujourd'hui, vraiment on n'était pas bon. On a loupé, on les a laissés jouer, on était en retard au marquage et en défense, on n'était pas agressif. C'est ça qui fait qu'on perd ce match aujourd'hui. C'est difficile, mais on a vu l'année dernière deux équipes qui étaient complètement derniers relégables en phase aller et qui sont terminées sur le podium. Nous, on va continuer à travailler. On a raté notre match aujourd'hui. On va tirer les conséquences froidement à la maison. Et toujours en foot, parlons de Joseph Koto qui détient le titre de l'un des meilleurs sélectionneurs du football sénégalais en matière de palmarès. Une réussite due en partie à son expérience mais aussi à son passé footballistique. Et pourtant, malgré ses performances, son contrat demeure le même. Des choses qui font dire à nos experts Abdoulaye Diaw et Bamba Kassé qu'il y a des efforts à faire dans ce domaine. Nos deux analystes estiment également que le Sénégal pourra atteindre la finale si l'équipe procède à quelques réglages. Je vous propose de les écouter avec Pape Faragning et Thierno Laurent Mendy. 2 coupes du monde de rang, 2 trophées gagnés, une place de finaliste d'une CAN. Le bilan de Joseph Koto à la tête de la sélection des Lionceaux U20 force le respect. Un homme du Sérail qui s'appuie sur son expérience et un management proche de ses joueurs. Pour 2 mois que Koto est en train de mettre en pratique son expérience de la pratique. Joseph Koto a un profil particulier et intéressant. C'est un ancien joueur qui s'est reconverti en entraîneur. Déjà, ça fait un plus pour lui parce qu'il a l'expérience du terrain en tant que joueur. Et il a également, quoi qu'on dise aujourd'hui, il capitalise près d'une dizaine d'années en tant que coach. Donc il a quand même l'expérience du banc. Joseph Koto détient l'un des palmarès les plus fournis du football sénégalais. Cependant, le sélectionneur des U20 ne reçoit pas le meilleur des traitements de la part des dirigeants. Oui, il mérite un autre sort parce que non seulement il fait des résultats, mais parce qu'il s'occupe du socle de notre football. Ce sont ces entraîneurs-là qui produisent la future équipe nationale du Sénégal. Il faut le rétablir dans ses droits parce qu'à ce niveau, on ne peut pas choisir de faire la pige à l'entraîneur. C'est-à-dire, il est là quand on a besoin de lui, quand on n'a pas besoin de lui, il est au chômage, mais le travail, il est permanent. Pour nos analystes, le Sénégal peut s'assurer d'une place en finale s'il corrige les erreurs commises en poule. Dès l'entame, qu'ils évitent les erreurs qu'ils ont commises, notamment face à l'Afrique du Sud, en prenant un but matinal, il faut qu'ils soient très concentrés, très déterminés. C'est dans un match à résultat immédiat. Les Sénégalais sont bons, sont très bons dans une zone. Et dans un match à résultat immédiat, tout le monde est tenu d'ouvrir le jeu. Joseph Koto, ancien de la Jeanne d'Arc de Dakar et de l'équipe nationale du Sénégal, est à 2 doigts de rentrer définitivement dans l'histoire du football sénégalais. Pour cela, ses protégés doivent soulever le trophée de la CAN U20 dimanche 12 mars prochain. La frappe touchée par
émotion-là. Frappe du droit. C'est tout le mal qu'on souhaite aux Koto Boys, Pafaraning. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, l'invité du 20h. Je vous rappelle qu'Antoine Diouf reçoit le colonel Wardini. Excellente suite des programmes sur la TFM. Excellente soirée. À demain. Bienvenue sur ce plateau.